Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence un tout nouveau chapitre avec la capsule 2.1 de votre cours d'introduction à la programmation. Le chapitre 2, c'est sur les expressions relationnelles et sur les alternatives. Donc, on va voir deux nouvelles choses, deux nouvelles notions qui vont nous permettre de rendre nos programmes un peu plus complexes. Depuis le début, tous les algorithmes qu'on fait sont des séquences, c'est-à-dire qu'on commence par la ligne du haut et on exécute toutes les lignes dans l'ordre jusqu'à la ligne du bas. Et le programme, donc, fait toujours la même chose à chaque fois. Ce qui varie, c'est ce que la personne entre, les différents intrants, qui vont donner une réponse différente à la fin parce qu'on fait des calculs avec. Mais c'est toujours le même calcul appliqué de la même façon sur les mêmes variables. Il n'y a jamais de changement. Avec les alternatives, ben, on va pouvoir enfin dire si telle condition est vraie, fais ça, mais sinon, fais d'autres choses. Donc là, le programme va pouvoir choisir entre deux chemins qui eux-mêmes pourront éventuellement se diviser en d'autres chemins, donc pour avoir quelque chose qui n'est pas toujours pareil. Et lorsqu'on dit si telle condition est vraie, fais ça, ben, il faut avoir une façon de représenter une condition. Puis c'est ce qu'on va voir avec les expressions relationnelles. Donc on commence déjà avec ça. Les expressions relationnelles, souvent on va dire que c'est une condition. L'expression relationnelle, ça appartient à la grande famille des expressions booléennes. Les expressions booléennes, c'est les expressions qui se résolvent en un vrai ou un faux. On a déjà vu les expressions arithmétiques qu'on pouvait résoudre puis arriver à un nombre. Une expression booléenne, elle, quand on la résout, on arrive à vrai ou faux. Une de ces deux seules possibilités-là. Il y a également des variables de type bool qui servent à contenir la valeur vraie ou la valeur fausse, puis qu'on ne peut pas donner aucune autre valeur que ces deux-là. Donc, ça va fonctionner main dans la main avec ça. Donc, on se sert de ça pour représenter une condition. Et ce que ça fait, une expression relationnelle, c'est que ça met en relation deux expressions arithmétiques. Les expressions arithmétiques, elles, de leur côté, peuvent être soit directement des nombres, des variables, des constantes, des calculs qui utilisent tout ça. Et on va utiliser un des opérateurs relationnels. Par exemple ici, est-ce que l'âge du client est plus grand ou égal que l'âge adulte? Donc ça, c'est soit vrai ou soit faux, selon les valeurs de cette variable et de cette constante-là. On sait que celle-là est une constante parce qu'elle commence par une lettre majuscule. Celle-là est une variable parce qu'elle commence par une lettre minuscule. Donc là, ça c'est très simple, on compare deux valeurs, mais on pourrait aussi impliquer un peu de calcul en disant est-ce que la dimension de la voilure divisée par 4 est égale à l'âge du capitaine? Ou encore, est-ce que mon nombre d'heures fois le taux horaire est plus grand ou égal au salaire annuel divisé par le nombre de semaines par année? Donc, on peut comparer n'importe quelle expression arithmétique avec n'importe quelle autre. De leur côté, chacune des expressions arithmétiques va se résoudre ultimement à un nombre et ces deux nombres-là de chaque côté vont être comparés par l'opérateur relationnel qui va nous donner une valeur de vrai ou de faux selon le résultat. Donc, les opérateurs relationnels, les voici. Notez qu'il y a une priorité des opérations entre ces opérateurs-là, bien que ce soit quand même rare qu'on utilise plusieurs opérateurs relationnels dans une même expression. Ça peut arriver. Et si ça arrive, on applique la priorité entre eux. Donc, tout d'abord, on a la série plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, qui sont tous à priorité 1. C'est eux qui vont être vérifiés en premier. Notez que le plus petit ou égal, au plus grand ou égal, on les écrit avec deux symboles, un à côté de l'autre. Donc, plus petit que suivi du symbole égal, pas d'espace entre les deux. Ça représente un seul opérateur. Et en deuxième priorité, vous avez les opérateurs égal à et différent de qui, eux, s'appliquent ensuite. Donc, l'égalité, et là, ça, c'est une erreur que vous allez faire souvent, je vous le garantis, vous allez tous passer par là. L'égalité, c'est deux symboles égaux un après l'autre, parce que quand on n'en a rien qu'un, c'est une affectation qui sert à mettre une valeur dans une variable, on l'a déjà vu. Donc, il ne faut pas se tromper entre mettre une valeur dans une variable et comparer une variable avec une valeur pour savoir si elles sont égales. Vous allez faire l'erreur de temps en temps, vous allez vous trouver niaiseux, mais petit à petit, vous allez vous habituer. Donc, égal, égal, c'est un test d'égalité. Et différent de, c'est point d'exclamation égal. C'est comme ça qu'on vérifie est-ce qu'une variable est différente d'une autre ou d'une valeur quelconque. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, les 6 opérateurs relationnels qu'on peut utiliser. On va travailler souvent avec des variables booléennes, comme je le disais, qui servent à retenir une valeur de vrai ou de faux. Donc, une variable booléenne, c'est une variable comme les autres. Son type, c'est bool. Plutôt que de la mettre int ou float ou double, comme on a vu, on peut utiliser bool.
Donc, bool, ça veut dire que la variable est client adulte peut contenir la valeur true ou false, parce qu'évidemment, dans le C Sharp, ça va être seulement ces deux mots-là. On va utiliser les mots anglais. Ce sont les deux seules valeurs qu'on peut y mettre. Donc, on a un exemple ici. J'ai une constante âge adulte à 18, j'ai une variable pour l'âge du client et j'ai une variable booléenne pour est client adulte. Et puis là, ben, on va dire, bon, je vais lire l'âge du client à la console. Donc ça, vous êtes habitué avec toute cette commande-là. Et ensuite, ben, je vais dire, est-ce que l'âge du client est plus grand ou égal à l'âge adulte? Ce résultat-là, cette opération-là va donner vrai ou faux, selon ce qui a été entré. Et ce vrai ou faux-là, je vais l'affecter à la variable est client adulte. Donc, est client adulte est égal au résultat de cette opération-là, qui va être true ou false, qui va aller se mettre dedans. Donc, je peux conserver dans une variable un résultat d'une condition que j'ai testée précédemment pour m'en servir plus tard. Donc, ça, c'est une possibilité que j'ai. Fait que, par exemple, ben, si l'âge de la personne était 17, la variable est adulte va contenir false. Donc, il va regarder est-ce que l'âge de la personne, 17, est plus grand ou égal que l'âge adulte, 18. Mais non, il est plus petit, donc ça va être false qui va être placé dans la variable est adulte. Ensuite, ben, on a une autre possibilité ici. Est-ce que l'âge de la personne est plus petite que 18? Si oui, donc là, dans notre cas, c'est le cas, elle est à 17, donc true va être placé dans la variable est ado. Bon, c'est un peu deux grandes catégories. Il pourrait être enfant aussi ou bébé, mais en tout cas. Donc, on peut faire le test qu'on veut et stocker le résultat dans une variable. Et souvent, on va nommer les variables comme ça, est quelque chose. Puis là, ça va être vrai ou faux. Puis ça va nous permettre de faire du code qui est très facile à lire ensuite. Si est adulte, alors fait telle affaire. Ça va se lire assez facilement. Donc, les variables booléennes servent à ça, servent à retenir les résultats d'une condition. On n'est pas obligé de travailler avec ça tout le temps, mais des fois, ça va être utile. On va le voir. Vous avez un exemple ici un peu plus complexe. On a des notes d'examen, donc on les a entrées d'avance. On aurait pu autant les lire au clavier. On dit que la note de passage est une constante qui est fixée à 60. Le nombre de notes que j'ai, c'est 3. Et j'ai ma variable court et réussi, qui est un booléen qui sert à retenir si le court est réussi ou pas. Et là, ce qu'on va mettre dans ce booléen-là, on va dire note 1 plus note 2 plus note 3, divisé par nombre de notes. Donc, ça va me donner la moyenne de mes 3 examens. Est-ce que c'est plus grand ou égal que la note de passage? Alors, si c'est oui, ça veut dire que le cours est bel et bien réussi. C'est true qui va aller se mettre là-dedans. Sinon, ça va être false. Fait important à noter, les opérateurs relationnels sont tous moins prioritaires que les opérateurs arithmétiques. Donc, dans une expression comme ça, évidemment, on va d'abord résoudre tous les opérateurs arithmétiques avant de regarder les opérateurs relationnels. Ce qui est bien logique, parce que si c'était le contraire, on essaierait de regarder est-ce que le nombre de notes est plus grand ou égal à la note de passage. Et là, ça nous donnerait false, parce que 3, c'est beaucoup plus petit que 60. Puis là, on ferait note 1 plus note 2 plus note 3 divisé par false. Puis là, ben, il n'y a plus rien qui ferait du sens d'aucune façon. Donc, on veut d'abord régler l'arithmétique. Après, on applique l'opérateur relationnel. Et maintenant qu'on sait comment faire des conditions, vous avez vu que c'est vraiment pas complexe, ben, on va voir comment faire des alternatives. On commence avec des alternatives bien simples. Une alternative, ça s'écrit if qui veut dire si, et on met une condition entre parenthèses. Les parenthèses sont essentielles, on ne peut pas les omettre, on doit les mettre là tout le temps. La condition qui est là, ben, c'est n'importe quelle expression booléenne qui devient vrai ou faux. Fait que ça peut être une expression relationnelle, ça peut être une variable booléenne qui contient un vrai ou un faux. Peu importe, tant que ça se résout à vrai ou faux. Et là, on va faire un bloc entre accolades. Jusqu'à maintenant, les accolades, on n'en a jamais vraiment tapé. Elles sont déjà là pour nous dans le code pour représenter le bloc du main, par exemple. Mais là, on va se faire un autre bloc, accolade, ouvert et fermé, et on va mettre ici les instructions à exécuter si la condition est vraie. Donc, au début, la condition est évaluée. Si la condition est vraie, voici ce qu'on fait. Il peut y avoir une ligne, 200 lignes, c'est pas important, on met tout ce qu'on veut là-dedans. Et ensuite, on met else, qui veut dire sinon. Et là, on fait suivre le else d'un autre bloc entre accolades qui va nous dire quoi faire si c'est faux. Donc, si la condition est fausse, on va sauter par-dessus le bloc if et on va aller exécuter plutôt le bloc else. Seulement un de ces deux blocs d'instructions-là va être exécuté, jamais les deux, et jamais aucun des deux. Il y en a toujours un, mais jamais les deux.
Donc ça, c'est le principe de la forme complète. Si une condition est vraie, voici ce que tu fais. Sinon, voici ce que tu fais à la place. C'est possible aussi de ne pas avoir de bloc else, de ne pas avoir de sinon. On peut dire, si cette condition-là est vraie, voici quoi faire. Si la condition est fausse, on fait juste rien du tout. On ignore ce bloc-là et on continue notre programme avec le reste du code qui pourrait suivre en dessous. On n'est pas obligé d'avoir un sinon. Donc, c'est possible de dire, par exemple, si il reste du café, bois une tasse. Sinon, prépare-en. Mais on pourrait aussi juste dire, s'il reste du café, bois une tasse. S'il n'y en a pas, ben tant pis, tu fais juste rien, puis tu continues ta journée. Donc, dépendamment du genre de personne que vous êtes, vous avez une des deux alternatives ici. On fait un petit exemple pour comprendre tout ça, puis vous allez voir qu'il y a plein de façons d'arriver à la même solution. On a un gérant de salle de cinéma qui vous demande de produire une application qui permet de gérer les rabais offerts aux clients. Donc, le client va avoir un rabais de 3 s'il a moins de 12 ans et par défaut, le prix du billet est fixé à 8 Donc, on voit que c'est des vieux tarifs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis à jour les prix dans notre exemple. Donc, tout le monde paye 8, mais si on a moins de 12 ans, on a un rabais de 3 donc finalement, on paye 5. Comment on fait ça? On comprend notre problème. L'âge du client, c'est l'intrant. Il va falloir demander son âge pour savoir combien il va payer. Et l'extrant, c'est le prix du billet, combien il va payer. On va avoir des constantes. Le prix de base va être à 8, le rabais va être à 3. Et là, on se met une constante, par exemple, âge ado. Donc, à partir de 12 ans, on est ado. Si on est en bas de ça, on est enfant, puis on a droit au rabais. Alors, mon petit jeu de test, j'essaie des affaires. Donc, une erreur, mettons, si l'âge est négatif. Ensuite, on a des cas à 2 À 2 ans, ça donne 5 donc un billet pour enfants. Et là, regardez ici, le 11 et le 12, ce sont finalement des cas limites. Depuis le début que je vous disais, il n'y a pas vraiment de cas limites encore. On a des cas de base, on a des cas d'erreur qu'on ne peut pas vraiment gérer, mais on peut les identifier quand même. Et les cas limites, ça viendra plus tard, mais voici un cas limite. Le cas limite, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut tester à une frontière où il y a des choses différentes qui peuvent se passer. Ici, on a dit en bas de 12, on a un rabais. Donc, on va vouloir tester l'âge le plus grand possible avec rabais, donc 11, et l'âge le plus petit possible avec prix régulier, donc 12. Donc, la frontière, à partir de quand ça change? Ça, c'est un endroit qu'on va vouloir tester particulièrement pour être sûr que ça change au bon endroit de prix. Et à part de ça, on veut quelques cas de base, donc un enfant de 2 ans, un adulte de 20 ans. On pourrait mettre ça considéré comme un cas extrême, 89 ans, on aurait pu mettre plus vieux encore, et une erreur. Donc voilà, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, on va faire notre programme. Puis là, ce que je vais faire, je vais vous le montrer plutôt dans Visual Studio. Donc, j'ai mes variables, j'ai deux constantes et je me rajoute une constante. Moi, j'ai mis les âges, les prix plutôt, en double parce que je me suis dit, même si là, c'est des entiers, qu'est-ce qui me dit qu'un jour, ça ne deviendra pas 8,50? Donc, je le mets dès le départ en double. On va utiliser double ou float lorsqu'on veut permettre les décimales et int lorsqu'on ne veut pas les permettre. Donc, comme pour les âges, c'est plus cohérent que l'âge soit entier. C'est rare qu'on va dire j'ai 12,4 ans. Donc, on a 12 ans tant qu'on n'a pas 13. Donc, ici, je vais me faire une constante âge ado égale à 12. Et là, je demande l'âge au client, tout simplement. Et là, comment je vais faire ça? Vous allez voir qu'il y a plein de façons différentes d'arriver au même résultat. Je peux le faire de plein de façons. Donc, on vous fournit plusieurs solutions. La première solution, c'est je fais une forme complète d'alternative et je teste si mon client est jeune. Donc, si l'âge du client est plus petit que l'âge ado, ça veut dire qu'il est jeune et il a donc droit au rabais. Donc, j'ai entré ma condition entre parenthèses. J'ouvre la collade. Vous remarquez que dès que j'ouvre la collade, je peux le refaire pour que vous voyez bien, Visual Studio, lui, tout de suite, nous en referme une. Elle est déjà apparue, j'ai juste à faire Enter, puis je suis prêt à faire mon bloc de code. Donc ça, c'est ce qu'on fait si la condition est vraie. Cette condition-là, c'est si le client est plus petit, plus jeune que l'âge de l'adolescence. Donc, je vais dire que le prix du billet, à ce moment-là, est égal à mon prix de base moins mon rabais. Parce que c'est comme ça, j'ai droit à un rabais. Et
Sinon, là, je fais un autre bloc. Je vais dire si je n'ai pas le rabais, ben, ça veut dire que j'ai tout simplement le prix de base. Et c'est tout. Voilà. Et puis là, on pourrait avoir à la fin, j'affiche le prix du billet pour montrer ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai ça, je teste pour voir si j'obtiens les résultats escomptés. Et là, je me retrouve, il ne me pose aucune question parce que je n'ai rien demandé d'écrire. Il fait juste attendre que j'entre un âge. Donc, si j'entre, par exemple, 5 ans, ça me coûte 5 $. Ensuite, j'essaie. Je vais essayer jusqu'à, mettons, 11 ans, aussi 5 $. Et normalement, c'est à partir de 12 qu'on devrait passer à 8. Et voilà, c'est bel et bien le cas. Puis si j'essaie un autre nombre plus gros, 33, aussi 8. Donc voilà, fait qu'on a testé nos cas limites. C'est la première solution. Évidemment, on pourrait faire ça de plein d'autres façons différentes. Je pourrais dire, quelqu'un aurait pu avoir l'idée de faire ça à l'envers par rapport à moi ici. Je pourrais dire, est-ce que mon client a un âge, est-ce que l'âge de mon client est plus grand ou égal à l'âge ado? Donc, est-ce que, autrement dit, il doit payer le prix régulier? Si oui, ben, il doit payer le prix de base. Donc, il est plus grand ou égal à l'âge ado, donc il paye le prix régulier. Sinon, ça veut dire qu'il est assez jeune pour avoir un rabais. Donc, on va mettre le rabais ici. Évidemment, ça revient exactement au même. On teste la condition inverse, puis on inverse nos deux blocs de code. Donc, ça va faire la même chose ultimement, puis il n'y en a aucune des deux qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de votre façon de voir la chose. Donc, ça revient exactement au même. On pourrait aussi décider d'utiliser une forme incomplète, de ne pas mettre le bloc else. Parce qu'en réalité, on pourrait dire, pour sauver du temps, pour sauver du code et pour sauver des informations, on pourrait dire, je vais dire que mon prix de billet, par défaut, je le mets égal au prix de base. Il part à 8 $ par défaut. Et ensuite de ça, je vérifie, est-ce que j'ai le droit à un rabais? Si j'ai le droit à un rabais, je vais dire que le prix de mon billet, je vais le modifier comme ça. Et je n'aurai pas besoin de bloc sinon. Parce que si je n'ai pas droit à un rabais, je ne fais rien de particulier et donc je reste avec mon prix de base que j'avais mis en place au début. Donc, je commence par me mettre mon prix de base en disant par défaut, voici combien ça coûte. Puis si jamais toi tu as le droit, je vais te mettre un rabais. Si tu n'as pas le droit, je ne change rien et tu restes donc avec ton prix de base comme prévu. Donc ça aussi, c'est très possible et c'est une solution qui est excellente aussi, qui prend un petit peu moins de lignes de code. Mais ça revient exactement au même. Ce n'est pas meilleur nécessairement. On aurait pu faire évidemment l'inverse. J'aurais pu dire, OK, je suppose que par défaut, tout le monde a le prix réduit, mais à l'envers, je vérifie. Si jamais tu es trop vieux, ben, finalement, je te l'enlève, ton rabais. Mais si tu es assez jeune, je ne touche à rien et tu gardes ton rabais. Donc ça, c'est peut-être moins intuitif de commencer comme ça, mais ça pourrait fonctionner aussi bien. Et on pourrait essayer d'utiliser une variable booléenne pour vous montrer un peu comment ça marche. Par exemple, je pourrais me faire ma variable booléenne est jeune. Donc, je la déclare, elle existe, est jeune peut contenir maintenant une valeur true ou false. Et là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, je pourrais décider que, par exemple, par défaut, tout le monde a le prix de base. Et je vais utiliser ma variable booléenne, elle est déjà déclarée, donc je vais dire est jeune est égal à l'âge du client est plus petit ou à l'âge ado, plus petit que l'âge d'ado. Donc ça ici, ça va devenir vrai ou faux, et le vrai ou le faux va venir se placer dans la variable est jeune. Alors ensuite, je pourrais dire if est jeune, alors à ce moment-là, on va donner un rabais, tout simplement. J'ai un point-virgule qui est resté là. Donc, voilà. Le principe d'utiliser une variable booléenne, dans ce cas-ci spécifique, n'apporte pas grand-chose. On fait juste évaluer l'opération et on garde le résultat dans une variable pour ensuite le tester. Ça revient au même que de prendre la condition et de la mettre elle-même entre les parenthèses du if. Je passe par une variable un peu inutilement ici, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une possibilité qu'on a. Dans la variable est jeune, je peux mettre par exemple une valeur comme false ou true.
par exemple. C'est juste pour vous montrer. Ce n'est pas essentiel de la faire commencer avec une valeur, puisque de toute façon, je vais tout de suite après la changer, mais c'est juste pour une démonstration de qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc, je peux mettre true ou false, ou je peux la commencer non initialisée et je vais l'initialiser plus loin. À quoi ça servirait de passer par une variable? C'est seulement si jamais on a besoin plus loin de tester encore plus loin dans le programme, est-ce qu'il est jeune, notre client, ou pas, parce que ça a d'autres impacts ailleurs. Mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de refaire le test constamment. On a déjà gardé le résultat. De la même façon qu'on pourrait faire avec un calcul, stocker le résultat du calcul dans une variable pour l'utiliser plus tard sans refaire tout le calcul. En même temps, ben, ça a l'intérêt de rendre le code facile à lire, if est jeune, donc c'est facile à comprendre. Tout ça, ça revient au même. Évidemment, il y aurait eu moyen de faire encore plein d'autres permutations en faisant des formes incomplètes, des formes complètes, la variable, pas de variable, le test vérifie si on est jeune, vérifie si on est vieux. Donc, on a beaucoup de possibilités. Et évidemment, à partir d'ici, vos algorithmes ne seront pas toujours tous pareils les uns les autres, mais l'important, c'est que ça soit clair et que ça mène au même résultat. Donc voilà, maintenant avec ça, vous allez pouvoir commencer à faire quelques exercices avec les alternatives.